RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Son des Bulles, l'émission entièrement dédiée à la bande dessinée sur RCN 90.7. On est très heureux de vous rencontrer, c'est la dernière émission de l'année. Encore une saison riche en rencontres, en découvertes et en émotions. Alors autour de la table sont présentes et présents aujourd'hui. Eh bien, pas Charles, parce que notre prince des BD du siècle d'avant qui est parti faire un tour avec la petite reine. On lui fait un gros bisou à Charles de faire attention parce que ces grosses chaleurs sur le vélo, c'est pas facile. Il est en roue libre. Et donc voilà, on lui souhaite plein de bonnes choses, de bonnes vacances. C'est Marseille, c'est ça hein. Oh, il va loin, il va jusqu'à Marseille. La route du pastis. La route du pastis, c'est ça. Il devrait tenir. Exactement. Voilà, eh ben, il n'y a pas Joris non plus. Parce que Joris, il est retenu sur d'autres choses. Et on lui fait également de gros bisous. J'en profite... Pardon ? On pense à lui. On pense à lui, bien fort, oui. Et puis j'en profite pour dire que Joris, les musiciens qu'il prépare un album pour la rentrée. On aura sans doute l'occasion de vous en reparler. Mais bien sûr, quand même, dans le studio, il y a Françoise et son regard décalé sur la bande dessinée. Bonjour Françoise, comment ça va ? Eh ben, ça va bien, merci Olivier, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour aux autres aussi. En forme ? Bonjour. Oui. Et bonjour aussi à Francine qui va venir nous rafraîchir et c'est très bien pour aujourd'hui avec ses actualités. Bonjour à tous. Bonjour Francine. Puisqu'on parle de foot, là, le score c'est de 3-2 et pour une fois, on est vainqueur. Ah, c'est un match filles-hommes. C'est la première fois qu'on est majoritaire. Alors. Donc, je souligne. 3-2. Oui, c'est vrai. 3-2. Oui, d'accord, ok. Bon, écoute, on accepte, David. Okay, moi, est-ce que tu n'as pas compté Jean-Luc, peut-être, parce que, voilà, avec Jean-Luc, on est ex-aequo. Ah ouais, mais derrière, il était sur le banc de touche, mais on l'a ramené. Donc, évidemment, vous l'avez entendu, il y a l'ami David, le comicsman qui est parmi nous également. Comment ça va, David ? Ça va, je vous prépare un petit truc bien sympa. Là, bien sympa. Ouais, sympa. Oui, là, tu jubiles depuis tout à l'heure. Je trépide sur mes pieds. En lien avec le thème de l'émission. Et nous accueillons aussi Anaïs, une jeune stagiaire de l'association Phylactère, qui nous fera une chronique tout à l'heure. Bonjour Anaïs. Bonjour. Ça va ? Ça va. C'est ta première radio ? En effet, On se fait gentil alors. Hein. On est toujours très gentil et bienveillant dans cette émission. Bien sûr. Oui. On remercie d'emblée l'ami Jean-Luc, justement à la technique, qui va nous assurer un son aux petits oignons. Merci Jean-Luc. Merci d'emblée Jean-Luc. Un son au poil. Oui. Pourquoi poil ? Oui, parce que le thème de l'émission, ce sont les poils. Et nous l'aborderons en deuxième partie de l'émission. Les poils, j'aimerais autant dire qu'avec cette chaleur, on aurait pu faire presque une émission à poil. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous aurez la preuve avec la vidéo et le replay. Nous sommes encore en tenue correcte. Alors, avant de commencer, déjà, on vous remercie, chères auditrices et chers auditeurs, de nous suivre aussi fidèlement depuis toutes ces années. D'ailleurs, sachez qu'à la rentrée, chaque enregistrement maintenant de l'émission sera public. Donc, si vous souhaitez assister à l'émission, voir l'envers du décor, discuter avec les chroniqueurs ou échanger avec les invités, vous contactez RCN et on sera heureux de vous accueillir. D'ailleurs, on avait lancé un appel pour cette émission et on a personne. Bon. Il fait trop chaud. Mais oui, il fait trop chaud. Mais sachez que c'est climatisé à la radio. Ah oui, ça peut peut-être faire venir les coups là. Voilà, sachez aussi que vous pouvez retrouver les replays des émissions sur la chaîne YouTube de RCN ainsi que sur les différents réseaux sociaux auxquels on vous conseille d'ailleurs de vous abonner pour ne rien rater. D'ailleurs, vous le savez, celles et ceux qui sont abonnés à nos réseaux, on a un partenaire, la librairie Kodama, avec qui on a fait un petit jeu. Et c'est l'heure du tirage au sort. Et là, je laisse la parole à Françoise. Alors oui, c'est un jeu qui a été instauré. Il suffit d'être fidèle sur RCN, de liker l'émission et puis de concourir. Ce qui vous permet d'obtenir pour cette fois-ci le tome 1 de la série Sinners, un manga donc qui ouvre les portes du purgatoire pour faire frissonner l'humanité tout entière. Et les frissons aujourd'hui à 40 degrés, ça fait pas de mal. Donc la librairie Kodama, c'est la librairie spécialisée manga, ouvrage asiatique, quelques petits articles asiatiques et puis bande dessinée qui se trouve rue du Docteur Chapuis à Toul et qui est un de nos partenaires. Donc
qu'on va faire tirer au sort par la main la plus innocente, présumée la plus innocente autour de la table. Anaïs, si tu veux bien. Allez hop. On regarde pas, on regarde pas. Attention, le suspense est au son comble. Mon Dieu. Un seul. On ouvre le papier. Alors, qui est-ce? Karine de Nancy. Ah bah Karine voilà, de je crois- Nancy. Ah bah oui, tu mets pas le nom. Alors, ce sont les noms qui sont sur les comptes Instagram ou comptes Facebook. Donc, ça, c'est le nom, Bon. Karine de Nancy. Alors Karine de Nancy, sois la bienvenue. Il faut Voilà. te manifester Donc, et on puis le elle est sort, on le met de retirée. côté. Donc on le garde. Il y a encore un autre tirage de sort ou c'est fini? Non, C'est fini. non. Ah, c'est fini. Je referme le pochon. Merci à tous ceux qui ont concouru. Continuez effectivement parce qu'on en fera de temps en temps des concours comme ça. Et puis donc la BD est à aller retirer à la librairie Kodama à Toul. Vous serez bien accueillis évidemment, comme tous les marchands de BD. Voilà, merci beaucoup Anaïs. Et oui, et puis bravo à Karine de Nancy. Karine de Nancy, donc qui doit être une jeune fille qui s'appelle Karine et puis qui habite à Nancy, je Oh, pense. quelle intelligence quand même. Ah, mais avec les pseudos, on ne sait jamais. Tu vas voir, il y a plein de comptes Karine qui vont se créer d'un Voilà. seul coup. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis puis qui habite à Marseille. Bon, ça, on verra bien. Voilà. Eh ben, super tirage au sort. C'est vrai qu'on aura d'autres jeux avec nos autres partenaires, La Parenthèse, Plus belle les bulles et le Hall du Livre. Ça, on vous en reparlera. Ben, on va passer tout de suite maintenant aux actualités de Francine. Le son des bulles sur RCN, l'actu BD. Alors, Francine, Eh on bien, commence je par vous quoi? donne à tous rendez-vous à Charleville du jeudi 20 au dimanche 23 août pour fêter les 20 ans du Cabaret Vert. Alors, ça fait 20 ans que ça dure, 20 ans que la BD s'invite au festival, et ce, dès l'année de sa création. Cette année, ce sont plus de 60 auteurs et autrices qui mettront leur talent au service des valeurs du festival, la musique bien sûr, mais également le développement durable. Alors, quelques chiffres, plus de 160 séries BD présentées quand même, 600 heures de dédicaces sur 4 jours et 7 séances de dédicaces hors les murs, 3 prix BD, le prix tout public, le prix jeunesse, le prix connaissance, 4 tables rondes et masterclass autour de l'arbre à palabres, un atelier manga et 62 auteurs. Donc 62 auteurs. Alors citons côté musique, Barry bien sûr, avec son rock and roll Salute Baby Doomer, Munuera avec Woodstock 69, le concert du siècle, Senshiro avec son manga No Devil Keklero qui retrace dans Radio Club la création du premier club hip-hop de LA par Ice-T. Ice-T qui sera d'ailleurs sur scène jeudi avec son groupe Body Count. Alors Louise Laborie également et son Rock and Roll Suicide. Mais il y en a bien d'autres, entre autres l'Atelier Sento, Benoît Dahan et Cyril Hilléron, Sixtine Bao, Manon Debaille qui d'ailleurs a réalisé l'affiche BD, Félix Delep, Arthur Depin, qui sera également en masterclass. Il faut citer les 60, parce que Non, je comme on ne est cite pas les parti... 60. Non, je ne cite pas tous. Je cite ceux qui me parlent à moi. Là. Marc Dubuisson, Gaëtz et Grinch pour une avant-première. Ensemble, on aboie en silence. Hub, Jadko, dont on reparlera dans la deuxième partie de l'émission, n'est-ce pas Françoise? Jean-Luc Masbou, Romain Rousseau-Perrin, citons quand même les anciens et qu'on a reçus d'ailleurs dans l'émission. Frédéric Montarolo. Eh oui, aussi. Qu'on a également reçu et qui est nommé dans la section tout public. Eh oui. À noter. Moi, j'ai voté pour lui. Et puis, excusez du peu quand même, Greg Thompson, donc comics, Habibi, Blankets, Ginseng Roots, etc. Alors, de belles rencontres en perspective. Alors, outre les rencontres à animation, à dédicaces qu'il ne faut pas rater, ce sont les expos. Alors, 4 expos hors les murs. Alors, Nick Cave est l'une des têtes d'affiche de ce festival. En 2018, Reinhard Kleist, auteur de BD allemand, triple lauréat du prix Max et Maurice, signait l'album Nick Cave Mercy on Me chez Casterman. Alors, évidemment, une expo s'imposait. Ce sera Rock Icons by Reinhard Kleist. Elle se tiendra du 18 juillet au 29 août, donc 2026, évidemment, à la médiathèque Voyelle. Et à noter que le vernissage aura lieu le mercredi à 17h30 avec, bien sûr, un concert dessiné.
Alors, outre Nick Cave, on y rencontrera Johnny Cash, David Bowie, auquel le dessinateur a également consacré des albums, toujours chez Casterman. Pour Johnny Cash, I See Your Darkness, réédité en poche en 2023. Et pour David Bowie, Starman, quand Ziggy éclipsa Bowie, en 2025. Avec en exclusivité la projection du film documentaire de Ian White, Mutiny in Heaven, The Birthday Party, inédit en France, qui explore l'histoire et l'héritage du groupe Nick Cave and The Birthday Party. Et avec évidemment des séances d'animation tirées du roman graphique de Reinhard Kleist. Ça, c'est pour la première exposition. Très bien. Deuxième expo. On part cette fois-ci au musée Rimbaud et plus particulièrement à la maison des ailleurs, à la maison des ailleurs, voilà. Alors Arthur Rimbaud, on le sait, c'est l'enfant du pays. Alors tout comme il y a 2 ans avec les Illuminés de Laurent-Frédéric Bollet et Jean Dittard, du 3 juillet au 10 janvier, en partenariat avec les éditions Futuropolis et le Cabaret Vert, la Maison des Ailleurs, maison d'adolescence d'Arthur Rimbaud, présente donc l'exposition Voleurs de feu, la bande dessinée de Damien Cuvillier. Alors, dialogue entre les collections du musée et les planches originales de la BD, l'exposition dévoile également les différentes étapes de fabrication d'une BD, des premières esquisses jusqu'aux dessins finaux. Et cerise sur le gâteau, les festivaliers pourront découvrir cette expo en compagnie de Damien Cuvillier himself lors d'une visite guidée le samedi et même s'essayer à la création d'une bande dessinée lors d'un atelier rencontre autour de la création justement d'une BD animée par l'auteur le dimanche. Ah ben super. Autre partenariat pour la 3e expo. La 3e. C'est le musée Guerre et Paix des Ardennes. Alors, après le thème des 2 guerres mondiales en 2024, celui de l'univers concentrationnaire avec Adieu Birkenau l'an dernier, c'est le thème de l'exil qui a été retenu cette année à travers 3 bandes dessinées pour l'exposition Dessiner l'exil d'hier et d'aujourd'hui, qui se tiendra donc au musée du 17 août au 31 décembre. Alors, l'exil d'hier avec les 5 drapeaux de Pau aux éditions Paquet et M. Silencio d'Adeline Casier aux éditions Pictavia, anciennement La Boîte à Bulles, qui relatent tous deux l'histoire de leur grand-père. Pour Pau, l'histoire de Vicente, combattant de la dictature de Franco, puis obligé de s'enfuir et d'immigrer en France. Pour Adeline, l'histoire de son grand-père aussi, fuyant la dictature de Salazar et s'exilant en France. Donc exil d'hier, mais exil d'aujourd'hui également, avec Traversée de Lucas Valery aux éditions Pictavia, qui est nommé d'ailleurs au prix BD Cabaret Vert Connaissance. Alors cette fois-ci, nous sommes en 2022 à bord du Geo Barents, le navire affrété par MSF pour venir en aide aux naufragés. Là encore, les festivaliers pourront bénéficier d'une visite guidée en compagnie des auteurs, suivie d'une séance de dédicace le dimanche matin, ou alors d'une rencontre avec les auteurs, et encore d'une rencontre avec les auteurs l'après-midi. Les enfants ne sont pas oubliés puisque la 4e expo qui se tiendra du 9 juin au 29 août au Café Librairie Plume au Café Librairie Plume sera mise à l'honneur la série Étincelle de Max Lermenier et Pauline Berdal, qui fait également partie des 3 nommés au prix jeunesse. Alors dédicaces, rencontres, animations, expos. Et cette année, exceptionnellement, on n'est pas sérieux quand on a 20 ans. Une chasse au trésor avec le journal Spirou, avec à la clé des cadeaux à gagner offerts par le journal Spirou, des BD, des dessins, des abonnements au journal Spirou ou encore du merch Cabaret Vert. Une chasse au trésor, donc, mais aussi un journal Spirou hors série de 52 pages, gratuit, et des animations proposées par l'équipe de rédaction du journal qui sera sur place. Ce n'est qu'un bref aperçu, même s'il est long, de ce qu'est la BD au Cabaret Vert. Alors, pour en savoir plus, pour tout savoir, rendez-vous sur le site du Cabaret Vert, cabaretvert en un seul mot.com. Et puis, rendez-vous en août au Cabaret Vert. Alors, pourquoi il a tant de succès, ce festival-là ? Parce que c'est quand même chouette. C'est l'ambiance. L'ambiance, déjà, très relax. Et puis, la BD, la musique, voilà. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Oui, parce que généralement, ça ouvre sur le coup de 16h. Les concerts commencent vers 18h. Et de 16h à 21h, donc il y a les dédicaces BD, voilà. Et les dessinateurs adorent aussi ce festival parce qu'on est vraiment aux petits oignons pour eux. Ah oui. Et tu vas y aller, du coup ? Normalement, oui. Pour la 3e année consécutive.
Normalement, oui. D'accord, très bien. Bon, on aura un petit retour, ça c'est super, Ah bah oui. impeccable, parfait. Merci Francine, merci. Quelques actus aussi de notre côté. Alors on a une actu aussi au niveau du son des bulles à vous présenter. Et je vais laisser Françoise parler, c'est la chronique unique. Françoise. La chronique unique. La chronique unique. Merci de cette confiance de la présentation. Non. La chronique unique, on a choisi effectivement parce que l'émission de la bande dessinée, Le Son des Bulles, ça dure 1 heure où on échange sur nos chroniques et tout. Mais on aimerait bien faire des petits spots unique, comme son nom l'indique, chronique unique, à savoir que chaque chroniqueur ici pourrait présenter en 5 minutes la bande dessinée de son choix, hors thématique, hors contexte, donc ce qu'il veut, et qui serait semé comme ça tout au long de la semaine sur votre belle radio de RCN. Alors nous, on a soit des bandes dessinées, de nouvelles bandes dessinées, ou alors des chroniques qu'on a envie de recycler, qu'on n'a pas eu le temps de faire. Enfin voilà, ce sera les 5 minutes au gré du vent, qu'on a baptisé chronique unique parce que le mot nous plaisait et qu'on vous fera découvrir probablement au cours de l'été, puisqu'on va en enregistrer quelques-unes pour vous donner le goût de poursuivre au mois de septembre quand on les fera plus régulièrement et que vous pourrez les écouter encore plus régulièrement. La chronique unique du son des bulles sur RCN. Et voilà, ça c'est le jingle qui va ouvrir cette chronique. Merci Jean-Luc pour ce jingle. Ah ouais, merci. D'ailleurs, c'est qui cette voix là? On se demandait. Comment? Ah, une stagiaire. C'est ça. Toujours. Il faut avoir des stagiaires avec nous. Important. Ils sont très très importants et puis ils ont beaucoup de talent. Oui. Voilà, pour vous dire aussi qu'on a commencé un partenariat avec la librairie du Hall du Livre, avec Eric, le responsable du rayon bande dessinée. Et on fait aussi, comme avec les autres librairies, des petites sélections d'albums régulièrement, comme on fait avec Mirko de la Parenthèse et Pauline et Marie de Plus belles les bulles. Et pourquoi pas d'autres qui viendront. Mais que l'on trouve sur le Facebook, on ne l'a pas dans le direct de l'émission. Et non, ça c'est la partie Facebook, la partie des réseaux sociaux. Et puis, juste une petite info aussi, festival dans le coin, alors beaucoup moins rayonnant que le Cabaret Vert, c'est le fin juillet, le week-end de la BD à Fontenoy-la-Joute, le village du livre. Et là, il y aura aussi des auteurs en dédicace et des animations, des exposants et les librairies avec les bouquinistes qui seront ouverts tout le week-end. Voilà. Mais je crois que Fontenoy-la-Joute vont prendre un essor, ou du moins il y a déjà des auteurs et tout qui sont inspirés du concept et qui envisagent d'en faire un petit peu en France, un peu partout. Le village du livre, du village du livre de Fontenoy-la-Joute. C'est pas le premier ni le seul de Village du Livre, il y en a déjà d'autres et celui-ci, il est redynamisé un petit peu par la nouvelle équipe de la communication, on va dire, qui se trouve là-bas. Et pour le coup, c'est important de leur faire un petit coup de main. Au niveau... Oui. Puisqu'on parlait festival, j'ai aussi, on va parler du NJP. Le NJP. Parce qu'au NJP... et le rapport avec la bande dessinée. Le rapport avec la bande dessinée, c'est Pierre-Henri Gaumont. Ah, voilà. Puisque Pierre-Henri Gaumont sera à l'autre canal, accompagné du groupe de jazz Émile Londonien, le jeudi 8 octobre, pour un concert dessiné puisant sa source dans l'esprit des Kissa, les clubs de jazz japonais. Alors, non seulement il sera sur scène dans le cadre du NJP, mais en plus de ça, Pierre-Henri Gaumont, très prolixe, nous sort 2 albums à la rentrée chez Dargaud. Donc le premier qui s'appelle Pensionnaire paraît dans la collection Intermezzo, qui est réservée aux fictions courtes, 32 pages seulement, originales, et proposées dans une fabrication soignée et à un prix tout à fait accessible, puisqu'ils sont proposés au prix de 10 €. Ah oui. Le second, en revanche, pagination un peu plus épaisse, c'est un 192 pages, toujours chez Dargaud, donc Montefiore, qui sortira, lui, le 11 septembre. D'accord. Donc, voilà. On rappelle Pierre-Henri Gaumont. Pierre-Henri Gaumont. C'est Slava. C'est Slava, c'est Malater, c'est le cerveau, la fuite du cerveau. La fuite du cerveau. Et Pierre-Henri Gaumont aussi une grande complicité avec pas Marc-Antoine Mathieu, j'allais dire non, Nicolas Mathieu. Ne confondons pas. D'ailleurs, il y avait eu un concert dessiné avec Nicolas Mathieu l'an dernier à la Manufacture. D'accord. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il est souvent dans nos murs. Rendez-vous au NJP.
Voilà, Très bien. le jeudi 8 octobre. Ah bah super. Au niveau des albums locaux, il y a Régis Hector, Marc-Antoine de Roubaix et Cyril Tarquino qu'on avait reçus pour leur album Vivre, comment faire face au deuil, qui vont sortir aussi un deuxième album, toujours avec la même équipe, avec les trois auteurs sur les traumatismes. Là, on aura aussi l'occasion d'en reparler. Ça sortira chez Duno en octobre, je pense. Traumatisme et psychotrauma. Et Un psychotrauma. tour global, oui. Oui. De... Ça va être porté sur 4 histoires différentes de 4 personnes et voilà, ça mélange un peu un aspect un peu scientifique avec le professeur qui donne son point de vue et puis un aspect un peu plus romancé avec Marc-Antoine et Régis Hector. Aussi en termes de sortie, on a le What She Is, David. Ah oui, alors le What She Is, donc là il est en très bonne voix en fait. What She Is. What She Is, c'est l'album polar en fait de Florent Baudry, donc Le Corse, qui est sur la série VHB avec laquelle je suis co-créateur. Mais là en particulier, je ne suis pas sur cette série-là puisqu'il bosse avec Michel Salvino, Sandro Salvino, donc son frère à la couleur. Et donc là, l'album est maintenant financé à 125%, donc on a largement dépassé les paliers. Donc ça sera présent au lit sur la place. Donc il y aura. C'est une histoire de vampire. Alors c'est une histoire. Alors, on va sans trop spoiler, mais effectivement ça se passe dans l'univers de VHB. Donc il y a des vampires, des loups-garous, etc. Là on va se concentrer sur une histoire de meurtre de prostituées en fait. Donc on va ressortir une vampire de son placard entre guillemets, qui a déjà enquêté sur cette affaire il y a très longtemps, et un nouvel officier de police qui est là récent, donc demande à retravailler avec elle, mais bon, du coup, parce qu'elle a des infos, lui, il y en a des nouvelles, ils vont essayer de croiser un petit peu tout l'ensemble pour enquêter sur cette étrange affaire, sans en dire plus. Et donc voilà, donc on aura Belle à Bonne noir et blanc, 134 pages, cartonnées, avec, c'est encore en cours actuellement, donc les gens qui veulent y participer peuvent le retrouver. Donc c'est sur Ulule, What She Is, projet Philactère. Voilà, et du coup, objet. Ce sera disponible et on pourra l'avoir au lit sur la place. Au lit sur la place, on l'aura là. Donc là, les contributeurs le recevront à l'envoi, à la sortie, puis donc les autres personnes pourront découvrir cet album en septembre à la rentrée. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle très quand bonne même. Ouais, voilà. Très sympa. Autre sortie locale, là, comme j'avais rencontré Gilles Mésomo, un auteur de Meurthe et Moselle, qui avait écrit un western il y a 2 ans, je crois. Donc là, va ressortir un western aussi en octobre, Gilles Mésomo. Ah, Gilles, ouais. Et puis, il y a L'Homme étoilé qui va sortir aussi, un album fin août, Le soleil va se lever. Un reportage dessiné sur le deuil. Et là aussi, ça sera intéressant de jeter un petit coup d'œil dessus. Voilà pour les sorties. Alors, j'en avais une aussi qui m'intéresse plus particulièrement, mais c'est Derf Back Derf. Oui, c'est vrai, qui sort en septembre, je crois. En septembre, oui. Alors, je l'aime bien, celui-là, c'est un auteur américain parce que c'est génial. Déjà, c'est génial. Et c'est la première chronique que j'ai fait de son début. Je l'ai fait sur cet auteur. Voilà. Pas facile à dire. Derf Back Derf. Pas facile. Hein. Ouais, on parlait le chef suédois dans les Muppets, tu sais. Oui, c'est ça. Très bien. Donc voilà pour ces petites actus, sauf si on a à rajouter, non ? Non, bah écoute. Droite à gauche. On va faire une petite pause avec. On va introduire le thème des poils et on a une chanson avec des musiciens bien chevelus. Voilà. The Cure. The Cure. Et vous êtes toujours sur RCN dans l'émission Le Son des Bulles en compagnie de Françoise, de Francine, de David et d'Anaïs. Voilà, on va passer maintenant au thème de l'émission, les poils. Alors, ça vous a inspiré, les amis, ce thème-là ? Les poils qui grattent, les poils qui poussent, les poils qui... Il paraît que c'était un thème pas facile parce que même Mirko, de la parenthèse, a eu du mal à nous trouver. Oh, il n'a pas cherché. Quelques albums, mais bon, il a trouvé quand même. Alors, on va passer à Anaïs tout de suite. Est-ce que tu as trouvé quelque chose par rapport à ça ? Oui, bien sûr. Alors, présente-nous un peu. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Anaïs. On a tous une fois dans notre vie croisé un salon de coiffure avec un nom complètement improbable. Les coiffeurs inventent des jeux de mots avec le mot anglais hair, donc qui signifie cheveux, et qui est devenu une source inépuisable d'inspiration. On peut noter par exemple le herboriste, atmosphère, je ne sais pas si vous en connaissez d'autres. Ah si, oui, c'est des jeux de mots vraiment, c'est bluffant. Quoi. Ah oui, ils sont très forts pour ça. Exact. Mais aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous parler de cheveux, je vais vous parler de poils. Oui. Et pour cela, direction la bande dessinée Ébouriffante, parue le 20 mai 2022 aux éditions du Nouvel Atlas.
Donc cet album est né de la collaboration entre la photographe Adeline Rapon et l'autrice et illustratrice Emily Gleason, née en 1990. Connue pour son univers coloré, son humour décalé et sa capacité à aborder des sujets de société avec beaucoup d'originalité. Emily Gleason est donc autrice, illustratrice depuis une dizaine d'années. Dans ses œuvres, on retrouve de l'humour, des couleurs, mais aussi des messages qui invitent à faire réfléchir. L'histoire nous transporte donc dans un futur surprenant, dans les années 2060 à peu près. Demain. C'est ça. Un monde où l'épilation est devenue complètement illégale. Pour femmes, l'épilation pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui. Oh là là. Oh, ça me dérange pas. Donc dans cet univers, les poils ne sont plus quelque chose à cacher ou à éliminer, ils deviennent au contraire un moyen d'expression. Les 3 gérants d'un salon de coiffure nouvelle génération apprennent à leurs clientes et clients à créer des styles, des formes et des tendances à partir de leur pilosité. Ouais. Moustache. Adeline Rapon et Emily Gleason imaginent ainsi un futur proche dans lequel le poil est si libre qu'on ouvre des salons pour le sublimer plutôt que le ratiboiser. Oui, bonne idée. Derrière cette idée volontairement extravagante se cache une réflexion beaucoup plus profonde. Pourquoi certains poils sont-ils considérés comme normaux, voire valorisés, alors que d'autres seraient gênants ou inesthétiques ? Voilà. Pourquoi la barbe est-elle souvent associée à la virilité, tandis que les poils féminins restent encore aujourd'hui un sujet sensible ? Alors. Il n'y a plus d'un titre d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on en pense autour de la table ? Ah oui, moi je me rase plus depuis très longtemps, donc je ne sais pas. Alors après, la barbe, c'est normal que ce soit je sais pas. un symbole de virilité. Je me coupe plus les cheveux ni la barbe, je ne sais plus. Oui, tu vas mal finir. Hein. Donc la bande dessinée fait écho à une réalité bien présente dans la culture populaire. Pendant longtemps, dans les bandes dessinées, les comics ou même les dessins animés, les femmes ont été représentées avec une peau parfaitement lisse, pas un poil qui dépasse. Cette absence de pilosité est devenue une norme visuelle, comme si être féminine signifiait forcément être épilée. Donc cette représentation s'accompagne souvent d'un autre stéréotype, celui selon lequel il faudrait souffrir pour être belle. Ah bah ça, c'est toutes les conneries qu'on nous sort depuis qu'on est Ah, petite. voilà, Excusez-moi pour le gros mot, mais ça me C'est gonfle vrai. prodigieusement. Et je le dis régulièrement ici, c'est quand même nous qui en avons le moins, qui devons en enlever le plus. Voilà, C'est ça vrai. m'énerve. Donc voilà, je dis rien parce que autrement Ça je vais pourrait être en être presque un colère. proverbe, ça, Voilà. on pourrait dire. C'est un sujet de conférence, il y a des conférences là-dessus. Mais tu vois, en 2060, ça sera plus le cas. Ah bah, je serais- Pas le droit. C'est bon. Ouais, je suis pas sûre d'être encore là pour voir. Mais si. Donc, épilation à la cire, rasage fréquent, séance de laser coûteuse, autant de pratiques présentées comme des passages obligés pour correspondre au standard de beauté. Dans les comics américains, notamment, les héroïnes possèdent souvent des corps idéalisés, très éloignés de la réalité quotidienne. Bah oui. Ah bah ça n'existe pas de toute façon. Déjà, elles n'ont pas de ventre, donc pas de ventre, Oui, pas elles d'intestin, sont- pas de rien. Voilà, elles sont. Ouais. Heureusement C'est qu'on les respire, une d'ailleurs. colonne vertébrale. Pourtant, les normes autour du poil ont beaucoup varié au cours de l'histoire. Dans l'Égypte antique, hommes et femmes se rasaient fréquemment le corps pour des raisons d'hygiène et de statut social. Dans l'Antiquité également grecque donc, et romaine, l'absence de pilosité était également valorisée chez les élites. À d'autres périodes, notamment au Moyen-Âge, la question était beaucoup moins centrale. Mais au XXe siècle, avec le développement de la publicité et de l'industrie cosmétique, l'épilation féminine est progressivement devenue une norme de beauté largement diffusée. Aujourd'hui encore, l'épilation représente un marché particulièrement lucratif. Oui. Rasoirs, bandes de cire, crèmes dépilatoire, instituts spécialisés ou traitements au laser. Toute une industrie s'est développée autour de l'idée d'un corps sans poils serait beaucoup plus désirable. Certaines estimations évaluent ce marché à plusieurs milliards d'euros dans le monde. Ouais. Ah oui, quand il est question d'argent. Puis on nous vend des rasoirs roses, des fois qu'on soit trop con pour utiliser Oui, un voilà, bleu. le Je suis un rose, peu le en bleu, colère voilà. là, ça m'énerve. Ouais, très bien la chronique, très très bien. Du coup, ça me. Je sens que ça Ah oui, bouillonne. ça Je sens que François. Super chronique. Oui, Très Donc, bien. bien sûr, chacun est libre de choisir ce qui lui convient, mais cette liberté mérite d'être éclairée. Car l'épilation n'est pas toujours anodine. Le rasage peut provoquer des irritations ou des poils incarnés. La cire peut entraîner des brûlures et des réactions cutanées. Quant au laser, il nécessite des précautions particulières et n'est pas adapté à toutes les peaux ou à toutes les situations. Je veux tous les budgets. Ou tous les budgets, parce que ça coûte un peu de pognon. C'est vrai. M'étonne. Exact. Face à ces injonctions, de plus en plus de personnes revendiquent aujourd'hui le droit de conserver leur pilosité naturelle. Sur les réseaux sociaux, notamment dans certaines campagnes publicitaires ou dans les œuvres culturelles, la représentation évolue peu à peu. Certaines personnes choisissent l'épilation, d'autres non. Et c'est justement là que se trouve l'enjeu, faire de ce choix une liberté plutôt qu'une obligation. Avec humour et créativité, Bruyfante nous rappelle que les normes de beauté ne sont jamais figées. Ce qui paraît étrange aujourd'hui pourrait être banal demain. Après tout, les modes changent constamment, qu'il s'agisse de coiffure ou de poils. Et puisqu'on parle de pilosité, terminons avec un fait scientifique. Le corps humain possède en moyenne près de 5 millions de poils. Même si la... Chacun, oh punaise. Ouais, c'est Ouais, ça fait... mais ça, c'est un poil près. Un poil Ouais, près, un poil vraiment, près, oui. À une cuillère. Ouais. Même si la plupart sont invisibles à l'œil nu. Ils sont loin d'être inutiles.
Il joue un rôle important. Il participe à la protection contre certains agents extérieurs, contribue à la régulation de la température corporelle et augmente notre sensibilité au toucher. Quand il fait froid, les poils se hérissent pour retenir une fine couche d'air chaud près de la peau. C'est ce qu'on appelle la chair de poule. Ah oui. Hirsutisme, je crois. Oui, Exact. c'est vrai. Comme quoi, derrière un simple poil se cachent parfois des questions de biologie, d'histoire, d'économie, de représentation du corps et même de bande dessinée. Super. Complètement. Et donc, Voilà. tout ça, on trouve dans l'album d'Emily Gleason, qui s'appelle Exact. Ébouriffante. Ébouriffante. D'accord, donc c'est un peu... c'est quoi? C'est un peu un documentaire? C'est romancé? C'est une uchronie. Enfin, C'est dystopie, plutôt uchronie. un truc assez humoristique. En fait, on suit. Oui. C'est une touriste anglaise en fait qui arrive et qui comprend pas pourquoi elle trouve pas de salon pour se faire épiler. Eh ben oui. Et on lui explique que du coup c'est complètement illégal. Il faut mettre ça en valeur et D'accord. voilà. Faudrait savoir ce qu'en pensent les médecins esthétiques là qui. Ah bah, ils qui ont plus de gagnent boulot. pas. ils sont Ah bah, au les chômage. médecins esthétiques, c'est leur boulot, c'est déjà autre Ouais, chose, bah alors là, effectivement. plus de c'est boulot, fini. ouais, ce serait dommage pour eux. Non, mais Mais- les poils incarnés et tout ça, c'est vraiment fréquent. Ouais, Des fois, ouais. moi, j'ai bossé en service sceptique, les poils incarnés parce que les nanas se rasent et puis que ça pousse et puis qu'on est obligé d'opérer. Puis quand il y a un bouton, c'est comme les icebergs, il y en a les 3 quarts en dessous. Donc, Ah oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, on connaît ça aussi, nous, les hommes, les poils incarnés. non, mon pauvre Dans le bah foot oui, aussi, oui. hein, parce qu'il se rase le poitrail. Ah non, mais Oui, c'est- d'ailleurs, c'est dans le vrai, cyclisme aussi, peut-être que Cyclisme Charles est, aussi, peut-être que Charles est rasé. Alors, je crois que le peut-être, non cyclisme, il dit, c'est parce que quand il se casse la figure, Oui. on m'avait dit, quand y a il se casse de plus la en figure, plus- Pardon. quand il se casse la figure, quand ça repousse, ça évite les infections, les poils. Ah oui. Voilà, c'était Il y la a raison. de plus en plus d'hommes qui s'épilent. Hein. De Oui, plus en plus d'hommes Bien qui sûr, bien sûr. s'épilent. Et dans Ouais, tous les ouais. coins du corps. Moi, ça me Oui, dépasse. oui, oui. Ou même les bêtises aussi, tu sais, comme on dit que les poils sont importants pour les chats, par exemple, tu as des idiots qui coupent les, tu sais, Les fébriles. Allez, oui. Prise, ça leur permet de passer la tête. Enfin, c'est-à-dire que le poil est important, il sert, tout sert dans le corps humain. Il n'y a pas de choses. Moi, je pense qu'avec tout ce qu'on m'a enlevé, moi, je peux faire un édredon, je le dis toujours. Mais... Et puis, avec ce que j'ai dépensé, je peux me racheter une résidence secondaire. Bref, Anaïs, c'est un album qui t'a plu. Parce oui. que là, on dévie beaucoup Oui, sur on les dévie. Et qui vous a plu les aussi, cheveux. oui, à lire, c'est super. Donc, ça t'a plu beaucoup, cet Oui. album-là, ouais. Exact. Très bien. Eh ben, je voulais parler aussi d'un album, justement, on parlait Oui. d'actualité et tout. Un livre qui serait tombé pile poil pour l'émission s'il était paru Bravo. en juin plutôt qu'en août. Bah, dans la collection Merveilleux des éditions Ladoux, collection Merveilleux, après un premier titre Merveilleux caca, Oui, parution, c'est vrai. donc au mois d'août, de Merveilleux poil de Jean-Marc Matisse. Jean-Marc Matisse, en plus de ça, est passé par l'école de l'image d'Épinal et par les Beaux-Arts de Nancy. Alors, Merveilleux poil, c'est un album tout en carton grand format de 20 pages, dès 5 ans. Hein, donc, on a Ah bah oui. toutes les explications possibles, imaginables, les expressions justement autour du mot poil. Une comptine aussi, avec sur l'air d'une poule sur un mur, mais avec le mot poil. Donc, un super album. Tout doux pour les petits, dès 5 ans, Merveilleux poil, qui sort au mois d'août. Eh ben, super. On a eu impeccable. dans les Vosges la femme à barbe qui a Oui. défrayé la Clémentine. chronique, C'est qui vrai. a fait, oui, Clémentine, effectivement, et qui a eu C'est vrai. un nombre incalculable d'amants, mais pas que par curiosité, quoi. Qui était vraiment, elle cultivait, enfin, elle entretenait son poil pour qu'il soit joli, mais avec une vraie barbe. Là, Je sais pas. Ouais, mais on a une chanteuse aussi qui avait fait la Star Academy. Alors, je sais plus. Ah oui, exact. Il y avait, oui. C'est récent, une quoi, c'est chanteuse, 2020, oui, oui. C'était un chanteur. Enfin, Oui, ça, oui, un chanteur. enfin, oui. Non Et, mais les poils, ça vous fait parler, ça. C'est Ah, t'as vu, incroyable. ça, hein. Ben, alors, on va continuer Mais quand même pourtant, un on a peu ni notre cheveux sur présentation la langue, ni d'album. poils dans la main. C'est vrai. Pas de la main. Ben, justement, comme tu n'en as pas dans la main, on va passer à ta chronique Ezoc. Oui, c'est Zoc, parti. Z-O-C, qui a été rédigé par Jade Kou, K-H-2-O. Là, je vais vous parler d'une bande dessinée caniculaire, et je vous dirai après pourquoi je l'ai baptisée caniculaire. Dont Jade Kou, c'est une jeune scénariste, réalisatrice et dessinatrice de 24 ans qui sort de ses études de cinéma d'animation. Alors, elle est française, éditée chez Dargaud pour cette BD, donc Zoc, Z-O-C. Et je précise française parce qu'elle a un style que je trouvais très japonisant et j'étais surprise de découvrir que c'était un produit Cocorico. Voilà. Alors, c'est l'histoire de Zoc, c'est une jeune fille qui doit avoir, je sais pas, 14-15 ans, il n'y a pas son âge, qui a un pouvoir spécifique plutôt encombrant d'après son environnement. Elle trimballe un fleuve avec ses cheveux parce que ses cheveux attirent l'eau systématiquement. Alors, les conseils, effectivement, comme ceux dont on a parlé, c'est par tout son environnement, garde tes cheveux au sec, mets une cagoule, sauf que les cheveux attirent l'eau irrémédiablement et donc elle a un fleuve derrière elle. Ça ne marche pas. Elle a les colibets, elle a les vannes de mauvais goût, hein, c'est ça, je vous fais pas le dessin, de toute façon, Jeanne Kou, elle fait le dessin nettement mieux que moi. Alors elle, quand elle rencontre son conseiller d'orientation, elle
sait pas trop quoi faire de sa vie, effectivement. Elle voudrait un métier où elle pourrait utiliser ses cheveux et son pouvoir, c'est ça. Et en plus, elle aime les ménestrels, qu'elle baptise des châtelets. Mais avec les deux là, pour créer un avenir professionnel. Et à chaque fois, je trouve le conseiller d'orientation, comme ses parents, sont pas méprisants, mais enfin dubitatifs. C'est genre pauvre fille. Quand t'es vraiment une pauvre fille, c'est un petit peu le sous-titrage qui pourrait exister. Donc, à un moment, elle est quand même sollicitée par un village un petit peu plus loin de chez elle, parce que le village a été inondé. Donc, on lui dit, viens donc avec tes cheveux, absorber l'eau, et puis trimbala. Donc, elle y va. Et puis, elle traverse le territoire, donc avec ses cheveux qu'elle emmène. Et alors, tantôt, ça crée des mares dans lesquelles les enfants peuvent jouer, ou alors ça crée des inondations. Enfin, voilà, c'est pas un parcours forcément facile. Et alors là, elle rencontre une autre nana qui, tout à fait par hasard, qui, elle, se transforme en feu à partir du moment où elle croise des gens qui souffrent. Et comme elle croise Zoc, qui souffre, et du coup, c'est l'alliance de l'eau et du feu, et ils se croisent. Enfin voilà, il y a une amitié, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, ils ont chacun quand même un objectif spécifique. Hein. Lui, elle a pour objectif de ne brûler personne avec son pouvoir du feu, et l'autre de ne noyer personne. Donc ça leur donne quand même un cadre assez rigoureux. Ils sont solitaires toutes les deux, un petit peu rejetées, du moins un peu ennemies, avec les petites phrases qui blessent tout le temps. Il n'y a pas de solution à la fin de l'histoire. Les cases sont vides. C'est une bande dessinée qui est très lente, avec des cases qui sont vides. Il y a peu de discours. On la voit avancer tout doucement. C'est un rythme qui est lent, qui est propice à la réflexion, à la méditation, à l'imagination. C'est vraiment... Il y a peu de cases, oui, quand on regarde les pages. Soit c'est des pages complètes, des grandes planches, ou alors il y a deux cases l'une à côté de l'autre. Là, je montre c'est assez contemplatif, quoi. Ah oui, c'est assez contemplatif, tout à fait. Alors, donc, dans tout ce qui se passe, en fonction de ce qu'on lui dit, elle doute, elle cherche, elle propose des choses, mais ça donne jamais rien. Du coup, je me suis un peu paumée dans mes notes. Regarde tes notes. C'est pas grave. Ceci dit, c'est très joli. Moi, j'ai trouvé que c'était très joli. Des illustrations d'aquarelle, tout en douceur. On parle de l'eau, mais curieusement, il y a très peu de bleu. La parole est parcimonieuse. Il y a des grands segments muets. À chaque fois que ça parle... qu'elle parle, ça fait un petit choc émotionnel, c'est poétique, c'est doux. La narration est précautionneuse, précieuse et délicate. C'est hors du temps, il y a des grands ciels, des grands paysages. Ça donne une notion de calme, d'immensité, de repos. Alors, si vraiment on veut une morale, parce que des fois il faut des morales, c'est qui est-ce que je veux être, parce qu'avec mon pouvoir, des fois je fais du bien, des fois je fais du mal, c'est quoi mes responsabilités? Mais je trouve qu'il n'y a pas besoin de cette morale, il faut se laisser porter par cette bande dessinée un petit peu fantastique, un petit peu magique, mais surtout très très poétique, c'est joli, il ne faut pas se poser de questions et se laisser porter. En plus, la conclusion, c'est quand même l'eau, de l'eau et le feu, puisqu'on naissent des nuages. Des nuages, c'est joli, puis les nuages, ça va y arroser là où il n'y a pas d'eau, ça aspire l'eau là où il y en a trop. Donc leur association, elle est plutôt magique, merveilleuse. Alors je vous explique pourquoi j'ai baptisé cette BD de caniculaire, parce qu'en ce moment il fait 40 degrés, et des grandes images pastel et un rythme lent bien fait. On lit lentement cette bande dessinée. C'est une lenteur qui est plutôt rafraîchissante. C'est vraiment quelque chose qui va bien plutôt que des rythmes trépidants. Donc vraiment à lire essentiellement en été et en ce moment. Donc Zoc par Jade Cou pour un bel été de détente et de fraîcheur. Jade Cou. Je ne savais pas, on dit Mougli. Enfin bref, c'était sa première BD. C'est ça, la et première, sa deuxième en 2022. BD est encore mieux. Terre et Lune. Absolument fantastique. C'est le fameux Terre et Lune. Oui. Et dont on avait parlé à une émission. Et c'est vrai que c'est des BD là comme ça, même pour sa première bande dessinée. Ah oui. C'est un travail exceptionnel. C'est exceptionnel. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et c'est une toute jeune en plus. 24 ans. Oui, 24 ans. Sous aquarelle, couleur directe, etc. Oui. Non, c'est vraiment à lire. C'est un vrai plaisir. S'installer calmement, comme je dis des fois, et puis se laisser porter. Quand il y a 5 images de suite ou 2 pages, il n'y a pas de texte. Regardez les images, c'est vraiment... moi, j'ai trouvé que c'était un petit bijou d'été, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ça fait partie, en fait, aussi des nouvelles autrices, de la nouvelle génération. Parce que c'est... moi, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça intéressant parce qu'ils ont plein de choses technologiques qui pourraient leur permettre d'aller plus vite, de je ne sais pas quoi. Non, ils prennent leur temps. Pour Terre et Lune, c'est à l'inverse. Elle disait, il y a des choses, pourtant il y a des images, il y a des pages
c'est très fourni, il y a plein de trucs. Mais 154 pages quand même. Hein. Et là, oui, aussi. La Terre et Lune, c'est 300 pages, je crois, presque. Oui, c'est presque 300 pages. On prend son temps, quoi. On avance, on prend son temps. On prend son temps. C'est qu'un premier tome. Ouais. Et puis en même temps, voilà, on aime beaucoup. Elles aiment beaucoup ce qu'elles font, ou ils aiment beaucoup ce qu'ils font, et ça donne des objets vraiment, vraiment merveilleux. Parce que la narration passe quasiment au second plan, par rapport à l'image, par rapport aux relations, par rapport. Ce qui n'est pas le cas dans Terre ou Lune. Mais justement, c'est là que Terre ou Lune est peut-être encore plus fort. C'est qu'il y a. C'est que c'est fantastique au niveau et du graphisme et de la narration. La narration aussi dans Terre ou Lune, c'est un bijou. Bien, déjà deux beaux albums, ma foi, c'est super. On va passer à quelque chose d'un peu plus viril. Attention. Le son des bulles sur RCN. Avec les singes. Singes de la planète des singes. La planète des singes. Oh, David, là, il est tout poil dehors. Hein. Alors, bonjour à tous et à tous, chers confrères. Quand on pense ça n'a pas de rapport avec toi, la planète. Ah non. Non. J'ai peut-être un ancêtre néandertal, peut-être quelque chose. Il faut aller chercher peut-être loin dans la génétique. On imagine souvent Batman, Superman, Spider-Man, des personnages qui occupent une place importante dans l'univers de DC Marvel. Que dire de la pilosité marquée, la barbe de 3 jours, les favoris épais, la coiffure indomptable de Wolverine, ou du Punisher après une semaine de planque. L'instinct animal, la force brute, la lutte entre civilisation et nature. Que dire de la belle barbe de Thor ou Hercule, cette puissance royale acquise au fil des épreuves et du temps. Bref, cheveux, barbe, moustache, poil aux pattes, vous l'aurez compris, le poil est à l'honneur. Et c'est que les hommes dont tu parles, il n'y a pas un poil féminin dans ta citation. J'ai laissé Annès parler de la pilosité féminine. Je me concentre sur le masculin. Tu vois. DC a développé au fil des décennies une véritable fascination pour les primates. Intelligents, plus sympathiques, et sans doute, par exemple, le détective Chimp. Créé dans les années 50, ce détective chimpanzé résout des enquêtes que même les humains peinent à élucider. L'intelligence et la sagesse ne sont pas l'apanage de l'homme, que l'apanage de l'homme. À l'opposé, nous trouvons des personnages comme Gorilla Grodd, l'un des ennemis du célèbre Flash. Grodd est doté d'une intelligence supérieure et de pouvoirs télépathiques. Il rêve de dominer l'humanité et représente la peur d'une intelligence devenue tyrannique. Alors pourquoi autant de singes ? Parce qu'ils sont un miroir de l'humanité. Depuis le 19e siècle, les débats autour de l'évolution, les primates occupent une place particulière dans notre imaginaire. Ils nous ressemblent et nous interrogent sur ce qui nous distingue réellement. Quelle est la frontière entre l'homme et l'animal ? La question de l'évolution, vous voyez bien où je veux vous emmener, bien sûr. On retrouve ici les échos de La planète des singes pour Marvel, ou de Kamandi, le The Last Boy on Earth de Jack Kirby, qui reprend à peu près les mêmes échos, les mêmes topics que La planète des singes. Les singes qui ne sont pas de simples curiosités dans un zoo, savants, conquérants, une idée utilisée en science-fiction, et le meilleur moyen pour comprendre l'humanité, et parfois de regarder à travers les yeux d'une autre espèce. Aujourd'hui, direction le futur inquiétant, avec une œuvre que vous connaissez tous, La planète des singes. La planète des singes. Cette musique, incroyable. Et oui, La planète des singes est avant tout un roman de Pierre Boulle, paru dans les années 1963, traduit ensuite en anglais en 1964. L'histoire devient mondiale avec le film de 1968, Planet of the Apes, porté par l'acteur Charlton Heston, et son fameux final qui est sans doute l'un des plus mythiques du cinéma. Ce monde de singes n'est pas la planète lointaine comme le roman, mais bien une autre bonne vieille terre, dévastée par la folie humaine. Cette saga de 5 films de la 20th Century Fox, de 2 séries télévisées de 74 à 75, en 2001 le film de Tim Burton, on va peut-être l'oublier celui-là. Et entre 2011 et 2024, une nouvelle série de films. L'intérêt de cette franchise est toujours vivace. Marvel s'empare de ce phénomène en 74 jusqu'à 77, des BD noirs et blancs, contenant les adaptations des films, bien sûr, mais aussi des histoires inédites scénarisées par Doug Munch. En France, ce sont les éditions Lug qui se chargent de l'adaptation des franchises, et on s'arrêtera malheureusement après 19 numéros. Donc voilà, je vais prendre les fameuses éditions Lug. On retrouve ces choses. Attention, décollage, nous embarquons à bord d'un vaisseau, quittant la Terre en l'an de grâce 2500. Direction Bételgeuse, amateur de Beetlejuice, suivez mon regard. À bord, notre héros, Ulysse Mérou,
un journaliste qui accompagne le scientifique Anthelme, son associé, et un chimpanzé du nom d'Hector. 4 planètes gravitent autour de Bételgeuse, dont l'une est fort semblable à notre Terre. À la surface, on découvre des villes, des routes, des champs. Cette planète, appelée Soror, est dominée par des singes intelligents et poilus. Et des humains ne sont ni plus ni moins que des sauvages incapables d'articuler le moindre mot. Dans ce roman de 200 pages, Pierre Boulle, qu'il faut rappeler, est aussi l'auteur, l'écrivain, le romancier, qui a écrit le roman Le Pont de la rivière Kwai. Le style de l'auteur mêle souvent dans ses romans satire, réflexion philosophique. Dans la planète des singes, ce sont les pôles du pouvoir qui sont inversés dans la domination. Dans son monde, il y a un système de castes en fonction des espèces. Les orang-outans sont les dirigeants, les politiciens, les gardiens d'un savoir et de la religion. Les gorilles s'occupent, eux, de l'armée et de la sécurité. Les chimpanzés, quant à eux, occupent le reste de la société. L'idée de son roman lui serait venue en observant des gorilles au zoo, qui l'impressionna par son expression quasi humaine. Pierre Boulle a aussi été prisonnier de guerre, il faut le savoir. Cette expérience a sûrement dû aussi influencer sa vision du monde et de l'humanité. On peut évoquer le roman du meilleur des mondes aussi, dans le même genre, de Aldous Huxley, une société établie sur des bases de contrôle et de hiérarchie. Dans la planète des singes, la dégradation à l'état sauvage des humains, Pierre Boulle critique la prétention humaine à se croire un être supérieur en dehors de la nature. Le roman questionne aussi sur la fragilité de la position dominante qui ne sont pas des attributs immuables. C'est une remise en question de l'anthropomorphisme quelque part. Le singe, sur cette planète, ne sont pas exempts de défauts. Lutte de pouvoir, corruption, préjugés sont visibles aussi chez les différents types de singes. S'il faut retenir quelques éléments du film, roman ou BD, qui soulignent que ce qui fait la pensée humaine, notre intelligence, et qui fait de nous des êtres humains au fond, n'est pas une chose innée, que cela risque de s'atrophier si on tient cela pour acquis. Cultivons notre curiosité, notre création, notre créativité aussi, notre inventivité, maintenir le lien avec l'espèce humaine au risque de régresser, de provoquer notre propre destruction. Soyons un petit peu des rahans à voleurs, quoi, qui est un peu quelqu'un de sympathique, d'ingénieux, d'inventif. Alors évitons de faire sonner la cloche de l'horloge de l'apocalypse que les scientifiques nous montrent en 2026. La planète des singes, le premier, moi j'avais adoré la fin. C'est vraiment le ça n'a rien à voir avec le roman, parce que le roman Tim Burton est plus proche de ce roman-là finalement que les autres films, parce qu'ils apportent la franchise apporte d'autres choses, et puis les scénaristes se sont plongés. Mais je trouve que la fin du premier est assez exceptionnelle, quoi. Quand ils voient, faut pas, tant pis pour spolier pour les gens qui écoutent, mais c'est pas comme si cette fin qui arrive sur la plage, la statue de la liberté, ils se rendent compte que les humains ont merdé complètement. Ça, c'est fabuleux. Et Anaïs, toi, la planète des singes, la version, les 5 films, tu les as vus ou... Quand j'étais très jeune. Ah oui, j'imagine. Encore plus jeune que ça. Punaise. Son papa l'a bien éduqué, il lui montre les bons films. Ça, c'est pas mal. Et pour le coup, alors, il y a eu les films, le roman plutôt. Le roman. Les films. Alors, la BD. La bande dessinée. Donc, dedans, on va retrouver en noir et blanc, alors un petit peu ce qui se passe dans les films, et pas ce qui se passe vraiment dans les romans de Pierre Boulle. C'est vraiment un copier-coller de ce qui se passe dans les films. Ça va pas durer très longtemps, mais ceci, la licence continue à être toujours aussi intéressante. Et on peut même imaginer que les prochains films là, qui vont sortir avec justement César, les descendants, etc., ça revienne un petit peu au roman de Pierre Boulle. Finalement, les films qui sortent actuellement, on peut presque imaginer que les vaisseaux spatiaux qui arrivent sur ces planètes découvrent une Terre où il y a les singes qui dominent, et puis il s'est passé tout ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment très intéressant. Moi, je trouve le biais, l'inversion des rapports, elle est exceptionnelle, pour se rendre compte de... Ah oui, elle était vraiment extraordinaire. Ouais, on était vraiment pris dedans, et ça questionne peut-être aussi la bestialité, notre bestialité à nous, les hommes, qui sommes tellement technologiques que finalement... On se déconnecte un petit peu. On a eu de la chance, on va dire peut-être dans l'histoire de l'humanité, entre Néandertal, que nous on arrive avec ce cerveau, parce que Néandertal avait un plus gros cerveau que nous, Homo sapiens, etc. Et aujourd'hui, on est la descendance de tout ça, finalement, parce qu'on est des êtres sociaux avant tout. Si les autres races d'humains n'ont pas su subsister, c'est parce que peut-être qu'ils montaient cet aspect social des choses, ils n'ont pas su se connecter suffisamment, et aujourd'hui, on est peut-être trop connectés.
presque trop. Et on est trop sur les ordinateurs, on est trop... l'IA n'est pas... Moi, je suis pas forcément trop fan de l'IA, j'avoue. En dehors du fait que ça peut griller le métier, mais même si on nous vend quelques avantages par rapport à la médecine, etc., je suis pas un franc partisan de l'IA, quoi. Et alors, c'est intéressant parce que là, on dévie un peu par rapport au poil, oui. Mais la bande dessinée aussi, des fois, elle nous aide à nous projeter sur des futurs, parce que il y a des auteurs comme ça ou des autrices qui, je pense à Mathieu Bablé, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, où il nous projette dans un avenir avec des visions à eux. Et moi, je trouve que c'est intéressant aussi, parce que voilà, ça nous aide aussi à peut-être prendre conscience de ce qu'on vit, de comment ça peut tourner bien ou mal, quoi. Oui, ça nous donne un autre possible, quoi, quelque chose d'autrement possible que ce qu'on vit actuellement et qui serait, comme tu l'as dit, inéluctable et jusqu'à la fin du monde. On a l'exemple, par exemple, je sais pas, j'avais parlé la fois dernière, c'était Xavier Dorisson, qui fait partie d'un groupe, ce qu'il appelle la Red Team, ou je ne sais plus quoi, où il y a des scientifiques, des scénaristes de bande dessinée, des scénaristes de films, qui participent à imaginer des futurs possibles, alors assez cataclystiques, mais en imaginant ces futurs, on peut anticiper de les résoudre, ou tout du moins de les contenir. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y avait, si on reprend des histoires d'il y a quelques temps qui imaginaient un futur dans lequel on est maintenant, des fois c'est troublant parce que le meilleur des mondes. On reprend Soleil Vert de Charlton Heston, Soleil Vert. Bon, le meilleur des mondes, on est dedans avec la sélection des gènes, avec le fait de ne pas vieillir et tout ce qui se passe. On est plus le déni de la mort. Moi, le bouquin-là m'avait fasciné, effectivement. Et il y a, indépendamment de notre monde qui évolue, il y a aussi des gens qui font des voyages spatio-temporels et qui arrivent dans d'autres planètes où il y a des codes sociaux complètement différents. Oui, complètement. Et j'ai été voir là aux Actes Citoyens le philosophe Forain qui disait on nous clame partout que la planète est en danger. C'est pas la planète qui est en danger, c'est nous. La planète, elle vivra sans nous. Il faut mettre l'église au milieu du village. Sans problème, c'est sûr que oui. C'est pas les dinosaures ont disparu, l'être humain peut très bien disparaître. Il y a une autre. Il y aura des fourmis ou des rats ou des chimpanzés supérieurs. Des fois, on entend, mais comment on peut. Des pigeons. Ah non, pas les pigeons. Comment on peut sauver la nature ? Déjà, comment on peut se sauver nous ? Parce que la nature. Elle survivra sans nous. Elle fera sans nous, c'est pas grave. Sans être pessimiste, mais c'est vrai qu'il faut prendre la mesure des choses et puis et agir en conséquence. Ce qu'on vit aujourd'hui avec les 40 degrés dehors, c'est pas des choses naturelles. On est impliqué aussi depuis l'ère industrielle dedans et puis bon voilà. Bien, alors ce thème des poils nous a fait couper les cheveux en 4 sur pas mal de sujets. Bien vu. Je l'avais préparé, je l'ai noté. Voilà, très bien, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Le poilu qui m'a le plus touché dans toutes les BD, c'est un film aussi, c'était King Kong. King Kong, quelqu'un qui ne demande rien, qu'on va le chercher et qui meurt foudroyé. Pour revenir à la BD, il y a un King Kong qui va sortir justement à la rentrée par Jess. Voilà. Donc le plus gros poilu de l'histoire, quoi. Voilà. Mais le plus gros poil. Voilà, je voulais faire une rapide petite rétrospective de cette année, de cette saison, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, comme je le disais. On a reçu beaucoup d'invités. Il y a eu Nolwenn Bernier et Sarah Yacoub, les lauréates du Crous de 2025, c'est 2005, ça ? Oui. Et on a participé, y compris avec l'association Phylactère et David, au jury Crous de cette année. C'était il y a 15 jours, je crois. C'est ça. Et j'espère qu'on pourra aussi recevoir les 2 lauréats ou lauréates, parce que je crois qu'on n'a pas les noms. On n'a pas eu les noms. Je demanderai les mails. Voilà. Donc j'espère qu'on aura le plaisir de les recevoir. On avait reçu bien sûr Régis Hector et Marc-Antoine Deroubet pour la sortie de l'album Vivre, comment faire face au deuil. On a vu au téléphone aussi Daniel Cox, l'auteur de la série L'Agent 412. Et ça, c'était un bon souvenir aussi, parce que c'était assez rock'n'roll. On avait le téléphone qui ne marchait pas, parce qu'il habite en Belgique. Et on n'avait pas réussi à l'appeler. Donc, on avait le téléphone portable. C'était en Belgique, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Qui on a eu d'autres ? Il y a eu l'émission sur la presse, où vous aviez reçu, rappelle-moi voir, le Fred Touron. Et puis... Malingré. Comment ? Non, il y avait le Malingré. Non, le Fred Touron. Lindingre, pardon, ouais.
Et donc là, voilà, c'était aussi une émission riche parce que la BD, la presse, les dessins de presse, c'est hyper important. Il y a une bonne représentation sur Nancy. Et puis, il y a eu pas mal de festivals et de salons auxquels on a participé et auxquels c'est important parce que maintenant, les partenaires ou les événements ou ceux qui organisent les événements font appel à l'équipe du Son des Bulles pour couvrir un petit peu. Il commence à y en avoir. Ouais, on a eu le salon de Toul en janvier, Jarville en mai, Villers-BD en mai, le livre d'ailleurs en mars. Et donc voilà, ça fait beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses à couvrir, des auteurs à rencontrer. Et donc ça, c'est hyper intéressant. On espère qu'on pourra renouveler ces expériences-là l'année prochaine. Voilà, en attendant, on vous souhaite un bon été. Au frais, au frais. Buvez, hydratez-vous. Buvez, hydratez, lisez de bonnes BD ou n'importe quelle BD. Profitez-en. Allez en librairie les acheter. Allez en librairie les acheter. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Passe un bon été aussi. Et à bientôt. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org